Tout d'abord, merci aux tout premiers inscrits de ce premier webinaire organisé effectivement par la marque. On est à 49 participants, 50, une centaine d'inscrits qui étaient prévus pour ce matin, pour ce qui est notre premier webinaire numérique, on l'a appelé comme ça. Je vais peut-être faire une petite présentation brève de ce qu'est la marque, qui est une association créée il y a maintenant une quinzaine d'années et qui s'est réunie sur un sujet qui est à l'origine de la réclamation client, partant d'une intuition que la réclamation pouvait être peut-être une amélioration au service de l'entreprise, un levier à la fois d'innovation, car la réclamation est un moyen d'identifier ce qui peut être amélioré, voire ce qui peut être créé, un moyen de performance financière, car la réclamation a pour vocation d'attirer l'attention de l'entreprise, donc d'être un moyen pour le client d'être resatisfait, donc refidéliser, donc de doper cette performance financière. Et puis, il peut également être une opportunité d'amélioration pour l'entreprise au service de la transformation. En quoi, finalement, le feedback de mon client, le verbatim de mon client, en l'occurrence, peut être utilisé pour améliorer nos pratiques, peut-être nos habitudes, et puis peut-être se donner une chance de survivre. La marque, son slogan, c'est le fameux « Transformer le pépin en pépite ». Et au-delà de notre slogan, nous organisons différentes activités toute l'année, dont nos conventions qui sont finalement un peu la phase émergée de l'iceberg, où on réunit traditionnellement entre 200 et 250 participants sur des rencontres thématiques d'une demi-journée. Et puis, on organise également d'autres activités, dont des pépites café. Pépites café qui réunissaient en général une petite dizaine de personnes pour être sur des rencontres très personne à personne, human to human. Pépite Café lancé l'année dernière et qui réunissait finalement à chaque fois un expert de la relation client avec un de ses clients et puis des adhérents de l'association qui venaient identifier des solutions, des pratiques, des outils à l'occasion de ces petits déjeuners. Et puis, vous nous aviez demandé l'année dernière de tester, de lancer des webinaires. Donc, on s'était dit, chiche, on va voir si on peut le faire. Et on avait calé cette date pour lancer notre premier Pépite Café. On n'imaginait pas à l'époque que la situation que nous rencontrons tous dans nos entreprises et dans nos familles serait celle que nous vivons en ce moment même. Donc, finalement, on ne dira pas qu'on a transformé le pépin en pépite, mais peut-être le parpaing en pépin. Et du coup, on a l'occasion de vous accueillir ce matin pour vous présenter une expertise sur, justement, on parlait des verbatims, à partir des verbatims et comment ces verbatims peuvent vous permettre de piloter, et là en l'occurrence d'accompagner vos collaborateurs dans leur quotidien et dans des situations qui sont certaines fois extrêmement sensibles, car très émotionnelles. On a l'habitude à la marque d'accueillir Laurent Garnier, donc de KPM, qui se présentera tout à l'heure dans quelques instants, puisqu'il a cette capacité finalement assez fabuleuse de pouvoir faire parler nos clients sans les manipuler, mais en nous disant d'une manière scientifique ce qu'expriment nos clients, ce qu'attendent nos clients, mais aussi ce qu'expriment et ce qu'attendent nos collaborateurs. Et un des travaux assez remarquables de Laurent est aussi cette capacité finalement à mettre, et il le dira lui-même mieux que moi dans quelques instants, mais à mettre en miroir, à mettre en regard, à mettre en symétrie, dirait d'autres, à mettre en cohérence, finalement ce qu'expriment nos collaborateurs et ce qu'expriment nos clients. Et sur ces 40 minutes qui suivent, l'enjeu va être d'identifier des clés à partir de ce que nous disent ces collaborateurs et ce que nous disent ces clients et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer d'une manière managériale. Et puis alors du coup, je m'étais dit que j'allais essayer d'identifier parmi nos dessins des petits mots qui, moi, peut-être vous pourront, si ce n'est vous aider, moi, au moins vous faire sourire en cette période un peu fat. La première, c'était sur la mesure, car finalement, le verbatim, c'est ni plus ni moins que de savoir également ce qu'expriment et ce qu'attendent nos clients. Alors, la première, c'était par rapport à la mesure, où on ne sait plus trop comment s'y prendre. Une photo que vous avez peut-être vue circuler et qui est de se dire, comme patient, souhaiteriez-vous qu'on vous prenne la température toutes les 5 minutes? Comme client, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'est la première. L'avantage notamment du verbatim, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire la quête auprès du client. Certaines fois, il s'exprime de manière peut-être naturelle ou plus naturelle. Et à partir de là, vous pouvez en tirer des conséquences. Et puis le deuxième qui illustre peut-être assez bien finalement ce webinaire de ce matin, et qui est celui-là, et qui était, alors on a légèrement fait une petite entorse auprès de ce qu'avait dit Jacques Chirac à l'époque sur une de ses citations fameuses. Et là, c'était de dire « expérience client, expérience collaborateur ». Vous ne pouvez en toucher une sans en faire bouger l'autre. Voilà. Et là, ce matin, il nous semble que c'est un petit peu l'occasion de réunir les deux pour pouvoir capitaliser à la fois sur le verbatim client et sur le verbatim collaborateur,
pour faire avancer les choses. Et c'est à ce moment-là où Jacques Chirac. à ce moment-là où je passe la patate chaude à notre ami Laurent Garnier. Voilà, sur un topo d'à peu près 35 minutes. N'hésitez pas à exprimer vos questions, vos attentes, vos réactions en live sur l'application QNR qui est en bas de votre écran. Une fois de plus, voilà, c'est notre premier Pépite Café numérique. Donc, l'indulgence, je sais qu'on l'aura, mais n'hésitez pas aussi à l'issue de ce Pépite Café à nous donner vos feedbacks pour qu'on améliore les versions postérieures. Je vous souhaite donc une bonne audience. Laurent, je te passe la parole et puis j'hésiterai pas à te couper pour reprendre les questions qui pourront être exprimées par les différents internautes qui sont connectés aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous voyez maintenant l'écran, mon écran, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui sont à distance peuvent confirmer qu'il y a une vision de l'écran. En tout cas, j'en profite pour me présenter, au moins je suis sûr que vous m'entendez. Donc, je m'appelle Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs d'un institut d'études qui s'appelle KPRM, qui, comme le disait Marie-Louis, est spécialisé depuis maintenant 15 ans dans l'analyse des verbatims. Et donc, on analyse des verbatims de clients, on analyse des verbatims de collaborateurs aussi. Et à partir de ces verbatims, on sait les mettre en… Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans maintenant qu'on sait les modéliser. Alors, ce qu'on entend par modélisation d'un parcours client, c'est ça. C'est ce que je vous montre ici. Attendez, je pousse un petit peu ça. Tac, 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 voilà. C'est ça, c'est-à-dire un parcours modélisé avec des touchpoints du parcours qui sont les éléments un petit peu obliques que vous avez là, les points d'étape que vous avez qui sont un peu en haut du mapping, qui sont en oblique. Et puis derrière, des éléments de quantification quantitatifs, c'est les bulles bleues, c'est les éléments dont c'est la mesure d'occurrence, c'est-à-dire c'est le pourcentage de clients qui me parlent de ce touchpoint dans leur verbatim. Et puis, surtout, ce qui vous intéresse, et j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que ça va nous servir un petit peu dans ce qui vient derrière, on a des grandes barres bleues ou des grandes barres rouges. Les grandes barres bleues, c'est l'expression, les barres bleues, c'est l'expression des clients les plus satisfaits, souvent les promoteurs. Et les barres rouges, c'est l'expression des clients les plus insatisfaits, souvent les détracteurs. Et la hauteur des barres, ou la hauteur des barres bleues ou la profondeur des barres rouges mesure l'intensité des propos. Donc, ça veut dire qu'il y a bien sûr une mesure très quantitative de combien de fois il nous parle de tel ou tel touchpoint, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est avec quelle intensité il nous parle. Les promoteurs nous parlent de ce moment quand ça s'est très bien passé, et les détracteurs, à quelle intensité ils nous en parlent quand ça s'est très mal passé. Cette notion d'intensité, elle est importante parce que je vais revenir dessus tout à l'heure. C'est aussi ça qui fait qu'on comprend que ce sont les moments les plus importants, les plus intenses, les plus impliquants, bref, les moments dans lesquels il se passe des choses. Donc ça, c'est la façon dont on arrive à faire des parcours clients. Je vous en montre un, voilà, ça ressemble à ça, vous voyez, ça ressemble à des choses comme ça. Ça, c'est typiquement, c'est un parcours Maïf, vous voyez. Voilà à quoi ressemble un parcours physiquement. Voilà, j'arrive à peine à passer ma tête par-dessus. On fait, donc ça fait 6 ans, 7 ans maintenant qu'on fait ça. On en a fait maintenant plus de 650 parcours comme ça. Et puis, on fait aussi des parcours collaborateurs. Alors, les parcours collaborateurs, ça ressemble à ça. C'est exactement le même principe. Pour arriver à un parcours collaborateur, on interroge les collaborateurs qui sont en contact de vos clients. Donc, c'est les collaborateurs qui sont en front avec vos clients. Et à ces collaborateurs, on leur pose 2 questions toutes simples, souvent par une enquête email, en leur disant est-ce que vous pouvez me raconter, ou est-ce que tu peux me raconter, ça dépend si vous les tutoyez ou vous les voyez. On leur demande est-ce que tu peux me raconter l'interaction la plus positive que tu as vécue avec un de nos clients cette année. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me raconter au contraire l'interaction la plus frustrante que tu as vécue avec un de nos clients. C'est tout simple, 2 questions toutes simples, mais qui nous permettent de capter ce qui fait qu'à un moment, un collaborateur est ravi de faire ce qu'il fait. Ce qui fait que son métier a de la valeur à ses yeux, ce qui fait qu'à un moment, il est engagé. Enfin, vraiment, quand il vous raconte le meilleur moment de son année avec un client, forcément, c'est une histoire formidable. Et puis, une fois qu'il nous a raconté ça, que son professionnalisme n'est plus en doute parce qu'il vient de nous raconter une histoire fantastique souvent, et ben, quand on arrive avec la deuxième question, et ben, sur l'interaction la plus frustrante, et ben, il nous raconte d'autant plus facilement ce qui ne fonctionne pas, les difficultés qu'il peut avoir, etc., etc. Et là aussi, on a nos notions quantitatives avec les bulles bleu ciel, et on a nos notions, je dirais, plus qualitatives, plus intenses, avec quelle intensité s'est exprimé ce moment qui est fantastique, ou ce moment qui est particulièrement désengageant, frustrant, etc., avec cette hauteur de barre bleue et cette hauteur de barre rouge. Donc ça, donc voilà. Donc du coup, une fois qu'on a ça, vous comprenez que l'idée, c'est que d'un côté, j'ai mon parcours client, j'ai modélisé mon expérience client.
De l'autre côté, j'ai modélisé mon expérience collaborateur, mais mon expérience collaborateur au sens de mes collaborateurs qui sont en interaction avec mes clients. Je veux dire, c'est qu'on fait aussi des travaux de modélisation d'expérience collaborateur, moi, le collaborateur, au sein de mon entreprise, avec mon management, ma RH, ma formation, etc. Ce n'est pas le propos. Ici, on est vraiment dans les collaborateurs qui sont au contact des clients et on regarde de quoi ces collaborateurs nous parlent et c'est ce qu'on arrive à modéliser ici. Donc, d'un côté, j'ai mon expérience client, de l'autre côté, j'ai mon expérience collaborateur. Et ce qui va m'intéresser, bien sûr, vous comprenez, c'est finalement de les mettre en regard, c'est-à-dire de mettre en regard mon expérience client et mon expérience collaborateur. Et ça donne ce qu'on appelle, nous, le tracker miroir. Alors, un tracker miroir, je vous montre à quoi ça ressemble physiquement. Voilà, ça ressemble à quelque chose qui est comme ça. Vous voyez, je vous montre ici, tac, 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 tac. Mais c'est, autant on était dans l'horizontalité avant, autant tout d'un coup, on est dans la verticalité. Et l'idée du parcours, de ce parcours-là, c'est qu'en fait, vous avez d'un côté, ici, à gauche, tous les éléments de l'expérience client, c'est-à-dire qu'on reprend les grandes barres bleues ou les grandes barres rouges, enfin bref, les moments qui sont très structurants côté expérience client, en positif ou en négatif, on reprend ces grands moments. Et puis, une fois qu'on a posé ces moments et qu'on a vraiment structuré ces moments clés de l'expérience du client, on regarde comment sur ces moments clés de l'expérience du client, comment ça résonne côté collaborateur. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les barres des côtés collaborateurs qui résonnent par rapport à ces moments clients. Et une fois qu'on a fait ça, forcément, on a ça, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire finalement cette synthèse des deux. Vous voyez, c'est assez simple parce qu'après, c'est vraiment un jeu de couleurs, mais vraiment d'une simplicité quasiment biblique après. Parce que vous voyez bien qu'il y a des moments où c'est bleu des deux côtés, donc des moments fantastiques pour l'entreprise, parce que ça veut dire que sur la même interaction, on va non seulement enchanter le client, mais en plus engager fortement le collaborateur. Donc ça, c'est des moments formidables. Il y a des moments tout en bas qui sont forcément, vous le voyez ici, beaucoup plus compliqués parce que vous voyez que c'est rouge et c'est rouge des deux côtés. Donc, si c'est rouge des deux côtés, c'est que ça se passe particulièrement mal. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a des situations d'impasse. Globalement, c'est l'idée qu'on a des clients furieux qui hurlent sur des collaborateurs qui n'ont pas les solutions. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis après, il y a des couleurs inversées. Et c'est rouge d'un côté ou c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre. Ou inversement, ici, c'est rouge d'un côté et bleu de l'autre. Et puis, donc, ça veut dire qu'il y a des perceptions différentes, mais qu'il y a aussi, par exemple, c'est pas que des perceptions différentes. Ici, on va comprendre que le client est enchanté, mais que enchanter le client demande trop d'efforts aux collaborateurs, d'où c'est ce qu'on appelle la douleur. Voilà. Et puis, il y a des moments où il se passe des choses importantes côté client, en bleu ou en rouge, vous voyez, dans les coups de la coup de chance ou la cécité, et il ne se passe rien côté collaborateur. Et forcément, s'il y a des moments importants pour les clients et qu'il n'y a pas de perception côté collaborateur, ça veut quand même dire qu'a priori, il faut certainement réveiller les consciences des collaborateurs ou en bien ou en mal, parce que vous voyez, il y a parfois des choses qui font bien dont ils ne sont même pas conscients. Donc voilà comment est-ce qu'on travaille. Je vous brasse ça de façon rapide et simple, j'espère. L'idée, c'est que globalement, Marie-Louis, donc du coup, Marie-Louis m'a demandé d'en faire une synthèse, c'est-à-dire de faire une synthèse de ces. Maintenant, on en est à plus de 50 analyses miroirs dans maintenant une quinzaine de secteurs d'activité différents. Donc, on commence à avoir un vrai recul sur ce type d'analyse. Et ce que je vous propose, c'est donc d'attaquer ça, c'est-à-dire d'avoir cette synthèse. Quand je dis qu'on a travaillé sur 50 analyses, comme en général, il y a à peu près 20 interactions clients-collaborateurs qu'on décortique, qu'on épluche, qu'on passe au peigne fin, 50 analyses par 20 interactions en moyenne, on est finalement, je faisais le calcul tout à l'heure, on est quasiment à maintenant plus de 1000 interactions qu'on a passé au peigne fin, 1000 interactions clients-collaborateurs. Et finalement, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 1000 interactions, quelles sont ces interactions qui sont les plus intéressantes, quelles sont celles, etc. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de synthétiser. D'où vous voyez, il y a 9 personnes, enfin 9 fois le même collaborateur devant vous, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a 9 fois le même collaborateur parce que finalement, on va le retrouver on a essayé de sélectionner les 9 moments les plus intenses, les 9 moments, alors ce n'est pas forcément les plus fréquents, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas forcément les moments, les modèles relationnels dans lesquels il se retrouve le plus fréquemment, ou les rôles qu'il doit jouer qui sont les plus fréquents, mais ce sont ceux qui sont les plus intenses. Je reviens à mes notions de barre bleue ou de barre rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ces 9 moments qui sont particulièrement engageants pour le collaborateur ou au contraire désengageants pour le collaborateur, ou enchanteresques ou extrêmement frustrants côté client. Donc, c'est ces moments qui ont de la haute intensité des deux côtés, donc forcément des moments clés de la relation parce qu'une intensité importante des deux côtés. Alors, ce que je vous propose, alors après, ce qu'il faut aussi, j'en termine avec les précautions d'usage, c'est que ces 9, ce qu'on a appelé 9 typologies, 9 rôles dans lesquels les collaborateurs peuvent être,
ils sont absolument pas figés. C'est-à-dire que je commence par le premier, vous allez voir le démineur. Personne n'est démineur 100% du temps. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que je vais être démineur à un moment, je vais être dans une autre, je vais être démineur avec un client, mais je suis pas démineur tout le temps. On va voir que les variations, je peux être plusieurs typologies dans la même journée, moi le collaborateur, parce que amené à me retrouver dans plusieurs situations et donc à jouer plusieurs rôles différents. Donc personne n'est 100% des mineurs ou 100% ceci ou 100% cela. On va voir que c'est des choses très évolutives et personne n'est figé dans une des typologies. C'est ça que je tiens à préciser. Donc première typologie, ce qu'on appelle le démineur. Alors qu'est-ce qu'on appelle le démineur? À chaque fois que je vais vous donner un petit leitmotiv comme ça, et ben, c'est ce collaborateur qui a une incroyable capacité à désamorcer l'anxiété du client. C'est son leitmotiv. Enfin, c'est ça, comme ça qu'on connaît un démineur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est ce collaborateur qui a la capacité à prendre au téléphone, par exemple, un client qui est fou d'inquiétude ou fou de colère, ou qui est en pleurs, par exemple, et en 2, 5, 10 minutes chrono, à totalement changer l'état émotionnel de ce client et le faire passer des larmes au rire, de l'anxiété à l'apaisement, etc. Enfin, bref, une capacité à agir sur l'état émotionnel du client qui est absolument spectaculaire. Je vous donne, alors du coup, c'est ça ce que je vous dis, c'est que je vous essaie de vous le décrire un petit peu à chaque fois. C'est le démineur qui a cette capacité à retourner une situation, à transformer un client nerveux, je vous dis, en un client rassuré et satisfait. Et comment est-ce qu'il fait ça? Alors, on l'a vu dans plusieurs situations, grâce à l'écoute, une écoute de très forte qualité, de la patience, parce que parfois il en faut, du temps accordé, et on sait que les clients sont absolument très, très, très sensibles à ça, bien sûr de l'empathie, et puis il y en a qui sont capables de mettre de l'humour, c'est-à-dire que ces clients qui arrivent extrêmement nerveux, en pleurs, etc., et à les faire rire en 5 minutes chrono, c'est quand même un tour de force absolument extraordinaire. Je vous donne un verbatim typique de démineur. Il va sans dire que les verbatims qu'on vous présente ici sont vrais. Enfin, je veux dire, s'ils n'étaient pas vrais, ils n'auraient aucun intérêt. Ils sont tous vrais, on les a tous vus dans une étude, dans une des 50 études dont je vous ai parlé. Quelqu'un qui dit mon meilleur moment, c'est lorsqu'une cliente, victime d'inondation, donc on est forcément, vous comprenez bien ici dans le monde de l'assurance, donc une cliente victime d'inondation s'est présentée en pleurs, et on peut comprendre pourquoi, et qu'elle est repartie en riant après que nous avons échangé, pris du temps et dédramatisé la situation. Vous imaginez le tour de force qu'arrive à faire ce collaborateur. Vous imaginez cette cliente qui est inondée chez elle, qui en pleure, qui arrive, etc., etc., en quelques minutes, il arrive à tout dédramatiser, il arrive même à la faire sourire et rire, manifestement. C'est un véritable tour de force. Donc, quand on comprend l'importance, le pouvoir qu'a un démineur, l'idée tout de suite qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que je l'accompagne, comment comment je tire profit, moi, à l'entreprise, de ces démineurs. D'abord, ce qu'il faut voir, il faut avoir conscience qu'on est ici face à des véritables pépites. Enfin, je veux dire, un démineur, c'est une pépite pour une entreprise, c'est une pépite pour un service client, c'est une pépite dans l'assurance pour des gens qui traitent des sinistres, par exemple, etc., ou dans l'assistance en assurance, par exemple. Donc l'idée, c'est quand on a des démineurs, il faut être capable de les identifier. Qui sont ces démineurs? Comment ils se comportent, etc., etc. Il faut être capable de les valoriser parce qu'ils ont de la valeur. Ils ont une valeur énorme, donc il faut être capable de les valoriser. Et puis, il faut se mettre en tête qu'on est là pour essayer de démultiplier leurs pratiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut encourager ces démineurs à essayer de transmettre leur savoir-faire aux autres. Et dans les entreprises, on a vu ça, où on a pu identifier les démineurs, le réflexe des managers a été souvent d'essayer de les mettre devant les autres. C'est-à-dire de les mettre devant les autres qui savent moins déminer les situations et faire en sorte que ces démineurs puissent expliquer aux autres comment ils font. Alors, entre pairs, souvent, ce qui est souvent la façon la plus pertinente de le faire, parce que du coup, c'est pas top-down, ils sont entre eux, ils partagent, etc., etc. Et on fait écouter des conversations, où on montre, etc., où ils racontent des histoires, etc., etc. Et ça donne aux autres des capacités, par exemple, à mieux comprendre ça, peut-être à prendre des perches qu'ils n'osaient pas prendre avant, bref, à se mettre dans une position où eux aussi, à terme, peuvent aussi devenir des démineurs juniors, puis après, un jour, des vrais démineurs. Voilà pour la première. Marie-Louise, tu veux dire quelque chose là-dessus? Non, non, mais c'est dire que peut-être qu'à la limite, on aurait besoin de beaucoup de démineurs à la PHP en ce moment, mais du coup, là, les Certainement, typologies sont bien claires. Voilà. je te l'accorde. Deuxième typologie, c'est ce qu'on a appelé les sauveurs. Le sauveur. Le sauveur, c'est quelqu'un qui adore venir en aide au client. C'est quelqu'un qui a une capacité à repérer un client qui est un peu en difficulté, qui erre, qui
manifestement en perdition, par exemple sur le lieu de vente, qui ne sait pas utiliser des automates, qui ne sait pas, etc., qui pour la première fois commande chez McDonald's son menu sur les bornes voilà, ça se passe comme ça. Et qu'en plus, de plus en plus aujourd'hui, avec les conditions du moment, récemment, avec les mesures d'hygiène, on invitait les gens à faire ça aussi. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que le sauveur, c'est quelqu'un qui a le sens de l'observation, qui repère facilement ses clients en difficulté. C'est quelqu'un qui aussi a une vraie empathie, c'est-à-dire que quand il voit un client en difficulté, c'est pas quelqu'un qui va, c'est pas une autruche, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à détourner le regard et l'autre part. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui, quand il voit un client en difficulté, se dit chouette, je vais pouvoir l'aider, enfin, vraiment, qui a un appétit de ça, qui aime ça, qui a envie d'y aller. Donc, c'est quelqu'un qui va, comme je vous le dis ici, se démener pour les aider sur les boards, sur les outils digitaux, etc. C'est quelqu'un aussi qui va leur donner des petites astuces, qui va leur faire comprendre qu'on peut faire comme ci ou comme ça, ou que c'est mieux de le, etc., etc. Bref, c'est quelqu'un qui adore venir en aide aux clients et qui le fait avec une générosité et une spontanéité qui est formidable. Ce qui est intéressant, c'est que aussi c'est quelqu'un qui souvent va dépasser leurs attentes en leur proposant des solutions nouvelles, sur mesure, qui va les conseiller, qui va leur dire mais moi je vous conseille de venir à telle heure ou de faire comme ci ou de faire comme ça, etc., etc. Bref, c'est quelqu'un qui a ça en lui, qui a cette intelligence relationnelle, qui a cette volonté d'aller vers le client et qui se réjouit de pouvoir aider des clients en difficulté. Donc ça aussi, c'est un véritable trésor pour une entreprise. Et on n'est pas forcément au service client, on n'est pas forcément qu'au service client, on peut être très souvent sur le lieu de vente aussi. Un verbatim emblématique de Sauveur, regardez, il est formidable celui-là, c'est quelqu'un qui dit « J'ai dû installer notre application à une vieille dame sur son téléphone en lui expliquant comment cela fonctionne et elle fut ravie. » Et déjà, rien que ça, c'est formidable. Et en retour, la vieille dame lui signifie cette reconnaissance puisqu'il dit « Elle m'a offert une boîte de chocolat. » Vous imaginez déjà, rien que ça, c'est formidable. Je l'aide, je lui installe son application sur son téléphone et elle vient, pour me remercier, 2 ou 3 jours après, elle m'offre une boîte de chocolat. Et non seulement elle lui a amené une boîte de chocolat, mais en plus, elle lui a derrière amené toutes ses amies pour que je leur montre. Et donc, on peut imaginer, vous imaginez la scène, c'est un défilé de vieilles dames qui viennent les unes derrière les autres demander à ce qu'on leur mette l'application sur leur téléphone parce que ça les aide beaucoup dans leur quotidien. Du coup, elles sont toutes connectées et me remercient à chaque fois. Et voilà comment ce sauveur a sauvé non pas seulement une personne, mais on imagine plusieurs, 5, 10, je ne sais pas très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce qu'il a en retour, enfin d'abord l'impact qu'il a sur toute cette petite communauté de vieilles dames et le retour qu'il a, le fuel que ça lui donne, le carburant que ça lui donne, parce que ça lui donne une énergie formidable. Du coup, comment l'accompagner, ce sauveur? Il faut lui donner la possibilité aux sauveurs d'apporter leurs aides aux clients. C'est-à-dire qu'ils sont plus, par exemple, je pense à un McDonald's, ils sont mieux en salle que dans les cuisines, les sauveurs, par exemple. C'est les placer là où les clients rencontrent régulièrement des difficultés. Et je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là où les clients, potentiellement, ont besoin d'être aidés, sur les automates, etc., etc. Et là aussi, je pense que, exactement comme on a vu comme pour les démineurs tout à l'heure, il faut les valoriser et capitaliser sur leurs initiatives, bien évidemment. Bref, c'est des trésors là aussi pour les entreprises et c'est là aussi des gens qu'il faut encourager, reconnaître leur savoir-faire et les mettre là où leur savoir-faire s'exprime le mieux pour leur bonheur à eux et pour forcément le plus grand profit des clients aussi et de l'entreprise. Troisième typologie. Alors on a vu les 2 typologies, on vient de passer là, sur les 2 typologies les plus enjouées, quoi, les plus favorables, les plus positives. Maintenant, on va descendre vers des choses un peu plus problématiques, mais bon, la vie est comme ça. Un peu plus usuel. Un peu plus usuel, si tu veux. Alors, troisième typologie, celui qu'on va appeler le suspicieux. Alors, le suspicieux, c'est son leitmotiv, c'est j'aime pas les respieurs et encore moins les fraudeurs. Et vous voyez tout le côté, tout ce qu'il y a derrière cette affirmation et derrière ce leitmotiv. Globalement, le suspicieux, comment le décrire? Je dirais que le suspicieux a tendance à ne pas croire les clients. Et donc, il cherche donc à débusquer ce qui ne va pas. Et forcément, les mensonges, les omissions des clients, etc. Il va être notamment très vigilant sur les faux retours produits, c'est-à-dire ce retour produit dont il se demande s'il est vraiment bien légitime, ce pot de peinture qui a été ouvert, par exemple, je pense à des histoires que j'ai pu voir chez Leroy Merlin il y a quelques années. Les fraudes à l'assurance, par exemple, vous avez des gens qui sont extraordinairement vigilants dans les services sinistres des assurances, par exemple, sur les fraudes à l'assurance et qui pensent que vraiment l'excellence dans leur métier réside dans leur capacité à débusquer les fraudeurs. D'accord? C'est vraiment, quand vous leur demandez à certains personnels des services sinistres d'assurance où est l'excellence dans leur métier, ils vous disent
Moi, l'excellence, elle est dans la capacité à débusquer un fraudeur. Et en fait, il y a vraiment de leur côté une très bonne foi, il y a un véritable engagement. Enfin, je veux dire, ce sont des collaborateurs qui sont extraordinairement engagés souvent dans la conduite de l'entreprise et surtout dans la défense des intérêts de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les clients qui abusent, ils n'aiment pas se laisser faire, etc. Et ce que je vous disais, c'est que c'est souvent pour le suspicieux, sa capacité à débusquer le fraudeur, à douter de la version du client, à ne pas le croire, etc., une démonstration de son professionnalisme, bien évidemment. Mais le problème de ça, c'est que, et typiquement dans le cas de l'assurance, cette capacité des clients suspicieux à ne pas croire les clients, à chercher à débusquer le fraudeur et à penser que l'excellence réside là, c'est que pour un client qu'ils arrivent à débusquer, ils s'aliènent 99 autres clients, et parfois même plus, qui sont absolument choqués par l'attitude de suspicion que démontre ce collaborateur à l'endroit du client. Donc, c'est forcément, globalement, pour un client débusqué, c'est quand même très largement contre-productif pour l'entreprise au global. Je vous donne un verbatim clé ici. Quelqu'un qui dit les clients oublient que notre entreprise n'est pas une œuvre de bienfaisance. Excusez-moi, je vérifie juste le temps. Oui, voilà. Donc, dans ce cas, je donne ce qui est préconisé par le marketing, ni plus ni moins, et vous comprendrez que c'est certainement pas plus. J'applique la règle, sous-entendu, et les fraudeurs et les profiteurs, je les coince tout simplement. Et vous voyez le côté extraordinairement menaçant de ce verbatim. Voilà. Donc, comment l'accompagner ce suspicieux, je dirais avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de pédagogie. Je pense qu'il faut d'abord le féliciter pour son engagement, parce qu'effectivement, il pense qu'il défend l'intérêt de son entreprise, et je pense qu'il ne faut pas, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez lui, c'est cet engagement, cette volonté de défendre l'intérêt de l'entreprise. Il ne faut surtout pas toucher à ça, bien évidemment. Mais il faut gentiment lui faire comprendre qu'il se trompe de combat. Et c'est ça l'intérêt. En lui montrant finalement ce qu'il ne voit pas, c'est-à-dire qu'il ne voit que les clients qui débusquent, mais il ne voit pas les clients honnêtes qui s'offusquent de cette suspicion qui est totalement déplacée. Et puis certainement en redirigeant son énergie vers d'autres combats, parce qu'il a d'autres combats à mener qui sont beaucoup plus profitables pour l'entreprise. Et comme il est sensible à l'intérêt de l'entreprise, je pense que lui montrer qu'il y a d'autres combats qui sont plus bénéfiques pour l'entreprise, c'est forcément quelque chose qu'il est capable d'écouter. Quatrième typologie, le démuni. Alors, notre démuni, il est démuni, c'est-à-dire que, vous voyez, il est bâillonné, parce qu'en fait, c'est les mots qui lui manquent. Le démuni n'a pas les mots. En fait, le démuni n'a pas les explications, il n'a pas les arguments. Le leitmotiv du démuni, c'est, et vous voyez avec le petit drapeau blanc, etc., il est en train de se rendre finalement. Quelqu'un qui dit: je n'arrive jamais à justifier nos tarifs, nos frais, nos augmentations pour un client. Etc. Je veux dire, quand je mets tarifs, /frais, /augmentation, il y a plein d'autres sujets. C'est vraiment quelque chose qu'on voit très fréquemment. Ce n'est pas juste intense, c'est aussi quelque chose qu'on voit très fréquemment. Donc, il y a cette double notion d'intensité et de fréquence. Le démuni, tout simplement, ne dispose pas du discours commercial ou des informations nécessaires pour arriver à justifier le prix, le tarif, des frais bancaires, des variations, des augmentations tarifaires devant les clients. Typiquement, on l'a vu, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois, parce qu'on a quand même fait pas mal d'études dans tout ce qui est dans la banque ou dans l'assurance, mais typiquement dans la banque, le pire moment des conseillers bancaires, très souvent, ils vous disent, c'est quand le client m'appelle pour me demander: est-ce que vous pouvez me justifier les 13,73 € de frais bancaires que vous m'avez pris ce mois-ci. Et cette justification des 13,73 €, elle est impossible. Il n'y a pas un conseiller bancaire qui est capable de le faire. Parce que c'est des calculs très compliqués, etc. Bref, même eux, c'est une des choses les plus difficiles à expliquer et donc forcément à argumenter. Donc, vous n'imaginez pas le nombre de conseillers bancaires qu'on a vus dans la banque qui se détournent des clients, c'est-à-dire qu'ils essayent de gagner du temps sur le premier coup de fil, parce que souvent ça se passe au téléphone, qui disent: attendez, je vous rappelle, je vais enquêter, et qui ne rappellent jamais. Jamais, parce qu'ils savent très bien que ça ne se passera forcément pas bien. Les explications qu'ils vont donner ne seront pas au niveau. Donc, du coup, au niveau des exigences des clients. Donc, du coup, ils évitent. Et on a des clients, et c'est ce que je vous dis ici, qui sont dans des collaborateurs qui se retrouvent dans des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'ils essayent de gagner du temps sur le premier coup de fil. Quand M. Garnier ou M. Julien rappellent pour dire etc., ils ne décrochent jamais le téléphone. Tout plutôt que d'avoir M. Julien avec ses 13,73 € parce que je n'arriverai jamais à le convaincre. Et donc, ils sont sur les stratégies d'évitement, le premier, le deuxième, le quatrième, le cinquième coup de fil de M. Julien. Et un jour, M. Julien débarque en agence et hurle sur le collaborateur, et ça se passe particulièrement mal. C'est des choses qui vont arriver. Et voilà, typiquement, un point de douleur extraordinairement important du collaborateur. La team clé autour de ça, on n'est pas dans le monde de
de la banque, on est autre part, en fait, on est à la SNCF ici. Quelqu'un qui dit, une cliente m'informe qu'elle a essayé d'acheter ses billets sur Internet, mais qui arrive au paiement, ça n'a pas abouti. Je lui ai dit que c'était pas grave, on allait faire la réservation ensemble. Donc, ça part d'un très bon sentiment de la part de ce collaborateur. Mais finalement, ce collaborateur se fait piéger parce qu'il explique que, j'explique qu'on allait faire la réservation ensemble, mais entre-temps, les billets étaient beaucoup plus chers et impossible de lui expliquer pourquoi. Et tout d'un coup, effectivement, en 10 minutes, les billets ont pris 30 euros et lui se retrouve complètement coincé. Et la cliente furieuse, lui, incapable d'expliquer pourquoi, il n'a pas les arguments, etc. On ne lui a jamais donné les arguments. Personne en interne lui a donné les arguments sur comment on explique ça, comment est-ce qu'on parle de ça, comment est-ce qu'on parle au mieux de ça pour expliquer à un client ce qui se passe. Il est totalement démuni, et d'où cette attitude de démission. Donc, comment l'accompagner? Et là, je pense que, et vous imaginez, enfin, j'espère que vous comprenez à quel point ces situations sont fréquentes dans les entreprises. Comment je justifie une augmentation de tarifs? Comment je justifie une explosion soudaine du tarif dans le cas qu'on vient de voir? Comment je justifie des frais bancaires? Comment, etc., etc. C'est des choses auxquelles les collaborateurs sont très fréquemment confrontés. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a vu des collaborateurs qui envoient des papiers ou des messages ou des emails à leurs clients en disant voilà, le tarif a augmenté de 10% et qui, comme si, voilà, qui ont tendance à vouloir se cacher parce qu'ils veulent, ils font ça sans même chercher à l'expliquer en espérant que ça passera tout seul. Mais comme s'ils priaient, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment venir en aide aux démunis? Il faut développer un discours sur ces questions tarifaires avec lequel le démuni se sentira en confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas juste voilà le discours, mais c'est voilà le discours, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise avec ça, etc. Enfin, je veux dire, il faut qu'il puisse s'approprier ce discours et s'assurer que le démuni puisse, et que tous les collaborateurs puissent s'approprier ces discours. Il faut, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, écouter les remontées du terrain et partager les bonnes pratiques. Il y en a qui font mieux que d'autres, il y en a qui disent ah ben moi j'ai développé tel ou tel argument, etc., etc. Il faut organiser sur ces sujets très sensibles, ces moments très pénibles pour les collaborateurs, vraiment les remontées des meilleures pratiques en matière de discours, celles qui passent le mieux. Donc, il faut être en mode test and learn, très clairement, vous comprenez. Et puis, il faut un accès facilité aux informations. Je veux dire, si demain, je peux avoir quelque chose qui m'explique très précisément pourquoi 13,73 €, ce qui n'est absolument pas le cas dans le monde bancaire aujourd'hui, eh ben, ça serait forcément formidable. Et peut-être qu'un accès aux bonnes pratiques, un accès facilité aux informations faciliterait les choses. En tout cas, il faut venir en aide aux démunis, parce que ce sont trop souvent des situations très fréquentes et très intenses, très mal vécues par les collaborateurs et par les clients aussi, hein, il faut le comprendre, qui posent à l'évidence problème. Et en plus, comme tu dis, Laurent, c'est des situations qui sont prévisibles. Donc, quelques éléments de Absolument. langage, travailler, faire comprendre, permettent de désamorcer, éviter les stocks. Exactement. Cinquième typologie, ce qu'on va appeler le déjugé. Alors, le déjugé, c'est très facile à comprendre. C'est mon manager me déjuge devant un client. Ça arrive là aussi. Alors, heureusement, un peu moins souvent que la situation qu'on a pu voir avant. Mais mon manager me déjuge devant un client, ça arrive. Ça arrive. Et alors, du coup, comment ça se passe? Globalement, on voit bien que le DG se retrouve dans une situation où son manager prend le relais en se positionnant du côté du client. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est avec un déjugé enfin un collaborateur qui est en train d'argumenter avec un client, ça ne se passe pas forcément bien. Le client demande que le directeur arrive ou que le manager arrive, et très vite, le manager déjuge son collaborateur et donne raison au client, et c'est catastrophique pour le collaborateur. Catastrophique. Donc, parce que il se sent désavoué par son manager et en plus, il va perdre le client. Et dans certains business, ce n'est pas très grave de perdre le client parce que c'est qu'un client qui peut le faire. Mais dans certains business, on est sur des business récurrents dans lesquels le client va revenir. Je pense à la banque, par exemple, où c'est toujours le même client qui va revenir, etc., etc., etc. Il y a des business très récurrents dans lesquels il y a une relation fréquente entre le client et le collaborateur. Et si le collaborateur perd la face un jour face à un client, le client ne voudra jamais plus lui parler ou n'aura plus jamais confiance en lui et fera toujours appel au manager. Bref, il faut absolument régler ça. Et puis, ça peut aussi amener des conflits en interne entre le manager et le collaborateur, nuire à l'ambiance globale de l'équipe, etc., etc. Bref, c'est des sujets, c'est des situations qui arrivent dans tous les business, dans tous les business. Pas forcément tous les jours, bien évidemment, pas forcément tous les jours, mais ça arrive tout le temps. Et en fait, on s'aperçoit à quel point rien n'est fait là-dedans, ou très peu de choses sont faites. Je vous donne un verbatim clé typique de ça. Le client a commencé à être agressif dans sa façon de parler et insultant envers moi. J'ai donc fait appel à mon responsable. Donc là, c'est le collaborateur qui appelle son responsable. Ce n'est pas le client qui demande de faire. Là, c'est lui-même qui appelle son responsable. Donc j'ai donc fait appel à mon responsable qui n'a pas attendu très longtemps avant de lui donner raison, donc donner raison au client, au détriment de mon bien-être. Et on voit bien que déjà, ça se passe particulièrement mal et c'est déjà particulièrement mal vécu. Il continue en disant je me suis senti lâché par mon responsable et en situation d'impuissance. On peut comprendre. Le client n'a donc plus qu'à m'insulter pour avoir ce qu'il veut. C'est la conclusion qu'il en tire et pour lui, c'est une conclusion qui est absolument catastrophique.
C'est très décourageant. J'étais député en colère contre mon responsable et le client. Je me suis donc senti très seul. Et effectivement, il y a forcément un sentiment de solitude qui est marqué. Vraiment un sentiment de solitude qui est très marqué ici. Comment accompagner un déjugé ou comment accompagner, je ne dirais pas le déjugé, mais surtout la situation. Je veux dire, comment la prendre dans son ensemble. Je pense qu'il faut se mettre, ça arrivera toujours ce genre de situation. On aura toujours, à un moment ou à un autre, un collaborateur qui a besoin de faire appel à son manager ou un client qui interpelle le collaborateur en disant « je veux voir votre manager », ça arrivera toujours. Donc là aussi, finalement, c'est presque un jeu de rôle, c'est une situation qu'on doit pouvoir anticiper, c'est un petit peu ce que tu disais Marie-Louise, il y a des situations qui sont totalement anticipables, et celle-là, elle est totalement anticipable. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de choses ? Comment est-ce qu'on anticipe là-dessus ? Comment est-ce qu'on se met d'accord, finalement, presque comme un jeu de rôle, comme un petit théâtre, finalement, parce que c'est toujours ça qui va se passer. Il faut être capable de se mettre d'accord au préalable sur le rôle de chacun là-dessus, etc. Et finalement, on soit tous d'accord dans l'équipe pour voir un petit peu comment ça se passe. Et finalement, que le collaborateur, le manager soit d'accord pour que, dans ce genre de situation, ça se règle comme ça. Plus on l'anticipe, plus on en parle avant, moins c'est douloureux, forcément, pour le collaborateur. Et puis surtout, derrière, il faut quand même avoir la possibilité de débriefer la situation avec le manager. Enfin, à un moment, le manager, souvent, prend la décision et repart dans sa tour d'ivoire. Je vous n'imaginez pas le nombre de fois où, finalement, ce que dit le collaborateur, c'est « j'ai été jugé » et en plus, il n'y a aucune explication. Le type, mon manager repart dans son bureau ou à d'autres occupations et on ne se parle pas de ce moment-là. Et forcément, je pense bien que le manager n'est pas toujours très à l'aise et qu'il a tendance à fuir un petit peu ce genre d'explication. Or, c'est extrêmement important de débriefer ça. Sixième ? Cinquième ou sixième ? Sûrement. Je crois que c'est sixième, je crois. Ce qu'on appelle le piégé. Alors, le piégé, c'est, là aussi, c'est une des choses qu'on voit le plus fréquemment et qui est là aussi particulièrement intense. Donc là, il y a et la fréquence et l'intensité. Hein. C'est le collaborateur qui vous dit, qui a le sentiment de devoir faire appliquer des règles qui sont inapplicables. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point on voit ça très régulièrement. C'est selon les études qu'on peut faire, ces études miroirs client-collaborateur, c'est entre 5 et 8 situations en général qu'on voit dans chaque entreprise sur cette idée de collaborateurs qui se retrouvent dans des pièges comme ça, à devoir faire appliquer des règles qui sont absolument inapplicables. Donc, l'idée est toute simple, et vous voyez bien le truc, c'est le piégé qui tente d'appliquer des règles, des procédures qui sont difficiles, voire impossibles à poser au client. Et on sait bien à quel point les clients sont de plus en plus contestataires, à quel point ils veulent de plus en plus, ils supportent de moins en moins les règles, à quel point ils sont de moins en moins sensibles aux directives, aux règles d'une entreprise. Il y a cette idée de c'est moi qui commande. Enfin, je veux dire, c'est à vous de vous adapter à moi, c'est pas à moi de m'adapter à vous. C'est donc des choses sur lesquelles ils sont très, très, très. Les clients sont de plus en plus intransigeants là-dessus. Le collaborateur est bien sûr conscient de cette situation, mais ne reçoit pas de soutien de sa hiérarchie, voire même il reçoit des injonctions de sa hiérarchie en lui disant non, tu continues à faire comme ça, tu continues à appliquer cette règle, tu continues à demander aux clients de faire ça comme ça. Et donc il se retrouve régulièrement confronté au flux des clients. Le champion, la situation la plus fréquente qu'on a pu voir, c'est dans le monde du cinéma, où quelqu'un vous dit toutes les 2 heures, les clients nous manquent de respect, nous poussent ou nous insultent parce qu'on ne les laisse pas rentrer par l'intérieur pour aller aux toilettes en fin de séance. Et cette situation-là, c'est une des situations les plus terribles, mais elle est très symptomatique de ça. C'est-à-dire que, vous voyez bien la situation, c'est cette histoire du collaborateur qui est obligé de monter, d'organiser l'évacuation de la salle à la fin de la séance, qui monte en haut de la salle et qui explique à tout le monde que la sortie va se faire par en bas à droite, directement dans la rue. Et il se retrouve toutes les 2 heures confronté à la même histoire qui est récurrente, qui est qu'il se retrouve face à 4-5 clients qui veulent utiliser les toilettes, tout simplement, logiquement. Et lui, la consigne de son directeur de cinéma, c'est non, tu ne laisses rentrer personne, parce que dans les 4-5, il y a forcément, dans leur tête, un tricheur, quelqu'un qui veut en profiter pour aller dans une autre séance, rentrer dans une autre séance. Et forcément, il se retrouve confronté à ça, et il dit, je ne sais pas gérer ça. Honnêtement, moi, je leur dis non, et il y a toujours quelqu'un, un des 4 ou 5 qui s'énerve et qui me dit, c'est pas vous qui allez m'empêcher d'aller aux toilettes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je viens de vous lâcher 50 €, je viens de passer 2 heures chez vous, vous n'allez pas m'empêcher d'aller aux toilettes. Et il dit, je ne sais pas comment faire, ça me tourne enfin bref, voilà. Et donc, c'est avec une vraie anxiété que ce collaborateur monte toutes les 2 heures en séance, à la fin de la séance en salle de cinéma. Donc là, typiquement, cette situation, je me rappelle très bien quand on a présenté ça au CODIR de cette entreprise de cinéma, dont je peux parler du nom, etc. La présidente a dit tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on leur impose? Elle a eu ce terme très clair, elle a dit, cette règle est inique. Et elle a dit, stop, on arrête ça. On arrête ça tout de suite, on arrête de leur demander ça. Voilà. Donc, si dans ces cinémas, vous pouvez aller à la toilette en fin de séance, c'est un peu grâce à cette étude aussi. Et il y a Laurent Garnier. La prochaine fois que vous irez dans les toilettes dans le cinéma, vous pourrez penser à Laurent.
Comment l'accompagner? Il faut identifier ces moments, et je pense que c'est important, c'est le top management qui doit identifier ces moments-là. Il faut assouplir, voire abolir certaines de ces règles, parce que c'est ça l'intérêt. C'est qu'à un moment, si la règle est inapplicable, il faut écouter les collaborateurs et leur dire et leur venir en aide. Ou alors on change la règle, on l'assouplit, on la modifie, bref. Mais on essaye de venir en aide aux collaborateurs, on ne les laisse pas tout seuls à se dépatouiller de ces situations qui sont inextricables pour eux. Septième situation, le prudent. 7, je vérifie le timing, on n'est pas si mal. Le prudent, son leitmotiv, c'est très clair, c'est j'attends d'être sûr à 100% avant d'annoncer quoi que ce soit au client. Cette idée que, et c'est souvent dans des entreprises où on a une vraie culture d'ingénieur, par exemple, il n'est pas question d'envoyer une information qui ne soit pas 100% vérifiée. 100%, j'allais dire béton, mais 100%, oui, 100% vérifiée. Il faut que toutes les informations qu'on envoie soient les bonnes, voilà. Donc, chez le prudent, il y a cette culture, finalement, souvent de l'entreprise. Ce n'est pas juste une question de personnalité, c'est aussi souvent une question de culture d'entreprise dans laquelle on prend toutes les précautions avant d'annoncer quoi que ce soit au client. Et cette idée de je suis 100% sûr avant de communiquer une information, que ce soit sur des retards, sur des délais, sur le montant d'un geste commercial, etc. etc. Bref, je fais gaffe. Je fais gaffe à tout ce que je dis, et souvent, je vous dis, c'est plus une question de culture d'entreprise que de personnalité. Un verbatim emblématique de ça, le manque de fiabilité des informations en cas de retard est un des pires moments. On est, de mémoire, je crois, à la SNCF ou à la RATP, je ne sais plus. On n'est jamais sûr de rien, donc on ne dit rien. Client dans le brouillard, tout comme nous, au bout d'un moment, on se fait défoncer par des clients excédés. Et effectivement, il y a une espèce de décalage spatio-temporel entre ce collaborateur et cette entreprise qui ne veut pas annoncer quelque chose qui n'est pas 100% vérifié, 100% fiable, 100% fiable, ouais, et l'attente des clients. L'attente des clients qui veulent de l'information en temps réel. Et ce décalage-là, il est terrible. Et ce qui était au milieu, le collaborateur. Et à un moment, je pense qu'il faut quand même tenir compte de ça. Et souvent, dans ces entreprises très culture d'ingénieur, il faut trouver quelque chose d'intermédiaire. Donc, comment accompagner ça et comment aider le collaborateur dans ces situations? Il faut rassurer sur le collaborateur sur le fait qu'il puisse donner l'information en temps réel, même s'il doit la modifier, la préciser, la rectifier dans un second temps. Je pense qu'il faut qu'il puisse dire, voilà la meilleure information dont je dispose là, maintenant, je reviens vers vous, etc. etc. C'est des façons de manager les attentes des clients aussi. Je pense qu'il faut bien inculquer le fait qu'il y a des vrais bénéfices à avoir une information rapide du client. Même si elle n'est pas 100% fiable, le fait qu'il y ait une information rapide, de dire voilà la meilleure information dont on dispose aujourd'hui, à ce moment-là, à cette heure-ci, c'est aussi une façon de montrer aux clients qu'on est avec eux et qu'on essaye de se démener pour leur donner l'information, qu'on essaye de trouver la bonne information. Et puis, je pense que dans ces entreprises, il faut développer le sentiment du droit à l'erreur. Je pense qu'il faut se dire que oui, on peut parfois se tromper dans les informations, les rectifier, etc., et ne pas se mettre, et pas se mettre une balle dans la tête parce qu'on ne dit pas exactement, on dit le contraire de ce qu'on a dit il y a un quart d'heure. C'est pas toujours très grave. En fait, il y a un vrai bénéfice, je vous dis souvent, à avoir cette information rapide, ou en tout cas à être un peu moins dans la vérification à outrance du 100% de fiabilité de l'information. Huitième typologie, je ne sais plus si c'est huitième ou septième. Huitième, c'est ça. L'impuissant, il faut en parler. C'est la typologie qui est là aussi très récurrente. Au-delà de la petite blague que vous voyez ici, il y a un vrai souci. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Le leitmotiv de l'impuissance, c'est je n'ai aucune marge de manœuvre pour régler le cas spécifique de ce client. L'impuissance que ressent le collaborateur dans des moments où il sait que le client a raison. Il sait qu'il mérite ce dédommagement, il sait ceci, etc., mais il ne peut rien faire. Et forcément, cette situation d'impuissance va souvent se retourner contre lui. Donc, l'impuissant n'a pas l'autonomie et la délégation de responsabilité nécessaire pour répondre à la situation du client auquel il doit faire face. Il n'a donc bien sûr pas de solution à sa main à proposer à son client. Il se fait donc écharper par un client furieux et il n'a pas d'autre solution que de faire le dos rond, ce qui est terrible. Bref, on est dans des situations d'impasse dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces barres rouges, des clients furieux qui hurlent sur les collaborateurs qui n'ont pas les solutions. Un verbatim clé là-dessus, devoir gérer les dysfonctionnements avec Expedia. On est dans le monde de l'hôtellerie, donc c'est quelqu'un qui dit le pire moment de l'année, c'est ça. C'est devoir gérer les dysfonctionnements avec Expedia. Les réservations entrent alors que nous sommes complets. Donc, ce décalage-là. Donc, voilà. Les clients se présentent alors que nous n'avons même pas reçu le mail de réservation.
on passe pour des gens peu professionnels, alors que nous ne sommes même pas responsables. Et effectivement, ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont à l'hôtel. Et ce qui s'est passé sur le site internet, ils n'en ont aucune conscience. Le problème dure et le sentiment est qu'au siège, rien n'est fait. La semaine dernière, c'est arrivé 4 fois, un très mauvais moment. Et un très mauvais moment à chaque fois. Parce que des clients qui débarquent dans un hôtel qui est complet, qui débarquent à 22 heures, il n'y a plus de chambre, et eux ont la réservation, ils ont le papier, etc. C'est le pire moment de l'année pour ce collaborateur. Et je vous explique, et ça arrive 4 fois par semaine, en tout cas au moins sur une semaine. Donc, c'est récurrent, c'est catastrophique. Ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas. Et personne dans le haut management leur a dit voilà ce que tu fais quand un client dans cette situation-là, qu'est-ce que tu peux proposer, qu'est-ce que tu peux faire, etc. etc. C'est ça la situation, et c'est à ça qu'il faut venir en aide. Donc c'est pour ça que, comment l'accompagner, ce que je vous mets ici, en ayant la volonté de ne pas laisser les collaborateurs dans ces situations intenables, d'où l'importance de les identifier, ces situations, et de chercher systématiquement une solution qui fait que le collaborateur ne se retrouve pas dans ce piège. Il faut écouter les remontées du terrain, bien évidemment, etc. Il faut prévoir ces circonstances et les solutions qui s'imposent. J'insiste sur les solutions, parce que typiquement dans le monde de l'hôtellerie, il y a un monde d'écart entre trouver une solution pour un client qui ne passe qu'une nuit dans l'hôtel ou trouver une solution pour un client qui va passer 10 jours. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas du tout les mêmes axes, etc. Donc souvent, c'est un éventail de solutions qu'il faut prévoir en fonction des circonstances. Et puis, il faut bien sûr donner plus d'autonomie et de marge de manœuvre au collaborateur. Souvent, le collaborateur a souvent une très, très, très bonne idée de ce qui peut être fait sur le terrain par rapport aux circonstances, par rapport à ce que, etc. Mais il faut aussi leur donner cette marge de manœuvre qui leur permet de s'autoriser à faire ça. Et puis surtout, c'est des situations qui doivent être pensées, etc. Vous n'imaginez pas, là aussi, c'est souvent 5-6 situations qu'on retrouve dans toutes les analyses qu'on fait, de situations où on est le collaborateur est dans des situations d'impuissance. Je termine avec le 9e, le dernier, C'est ça. qu'on appelle le poilu. Alors pourquoi le poilu? Parce que le poilu, son leitmotiv, vous allez comprendre, c'est le client ne veut rien entendre. Et pourquoi je l'appelle le poilu? Louis vende sa barbe. Pourquoi le poilu? Parce que en fait, à travers ce message de ce client ne veut rien entendre, en fait, le poilu ne se rend pas compte qu'il s'est engagé finalement dans une guerre de tranchées avec un client. Finalement, il ne fait que répéter en boucle le même argument. Il change de mots, il change une intonation, mais en fait, c'est toujours le même argument qu'il tourne et qui retourne, etc., etc., et qu'il réinflige à son client. Et le client n'est absolument pas sensible à cet argument. Donc, du coup, d'où ce sentiment de guerre de tranchées. Il a le sentiment de se retrouver face à un client buté qui ne veut pas l'écouter. Et ce que je vous dis, en fait, il répète en boucle le même argument, il n'arrive pas à changer de discours ou de posture relationnelle, et c'est là où il manque finalement de ressources, etc. Un verbatim poilu typique, l'interaction la plus frustrante vécue cette année a eu lieu lors d'un échange avec un client ne percevant pas l'intérêt de nos contrôles de sécurité. Je lui ai expliqué plusieurs fois, mais il n'a rien voulu entendre. Et effectivement, il a dû lui expliquer 5-6 fois exactement le même argument. Et je pense qu'à un moment, il faut être capable de changer de posture, de changer d'argument, de changer d'angle d'attaque, etc., voire même de changer d'interlocuteur. Et c'est pour ça que ce que je vous mets ici dans l'accompagnement d'un poilu. Il y a cette idée parfois de systématiser la possibilité de pouvoir transmettre le client à un collègue. Et parce que le changement d'interlocuteur peut désamorcer la situation de conflit, parce que peut-être que l'autre collaborateur a une autre façon de tourner l'argument, parce que peut-être tout simplement que quand un client entend deux personnes lui donner exactement le même argument, il se dit « Ah ben c'est pas le fait d'un qui est, etc., mais c'est finalement vraiment la situation ». Il faut lui apprendre à varier les arguments, les angles d'attaque, les postures relationnelles. C'est extrêmement important. Il peut être en position haute et puis il peut peut-être passer en position basse. Il y a différentes façons de tourner les choses, etc. Et je pense qu'il faut qu'il soit capable de le faire. Et puis, il faut créer des espaces d'échange, de feedback a posteriori pour libérer ses tensions. Parce que quand quand je sors d'une guerre de tranchée pendant un quart d'heure, 20 minutes avec un client qui finalement, à la fin, est toujours en train de hurler, comment je peux changer ça, comment est-ce que je peux me consacrer au client d'après, c'est très compliqué. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un sas de décompression, il faut le prévoir, il faut que ce soit possible, parce que sinon, c'est le prochain client qui va être forcément moins bien traité, et puis c'est surtout le confort du collaborateur qui est forcément problématique ici. Voilà nos 9 typologies, nos 9 rôles, etc. Je voudrais juste terminer en répétant que aucun collaborateur n'est figé aucun de vos collaborateurs n'est 100% des mineurs ou 100% poilu. Jamais. Jamais. Vraiment. Ils sont tous alors ils sont peut-être pas tous des mineurs, etc., etc., mais ils sont
tous à un moment ou l'autre dans ces différentes situations. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas des typologies et on n'est pas là pour rechercher les démineurs, machin, etc. On est là pour comprendre ces typologies et comprendre que dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle situation, ils sont tous dans des situations d'impuissance, vos collaborateurs. Et à un moment, il faut trouver et régler ces situations collectivement